La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bonjour à tous, merci d'écouter la voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Aujourd'hui, nous sommes avec Sybille dans l'émission Parlez-moi du mois. Alors, on a peut-être l'impression d'être en juillet, mais nous sommes qu'en mai. Donc, Sybille va nous parler du mois de mai. Mais oui, bonjour à tous. Bonjour Sybille. Et vous êtes en compagnie de Patrick, il faut le signaler, parce que sans lui, nous ne sommes rien. Oh. Et aujourd'hui, en effet, nous allons nous intéresser à ce joli mois de mai, comme on dit. Alors, au programme de l'émission, d'abord les fêtes qui sont célébrées ce mois, la fête du travail le 1er mai et son muguet, la fête des mères. Et puis, je vous parlerai aussi d'un événement sportif qui commence au mois de mai, qui est le tournoi de Roland-Garros. On ira faire un petit tour au jardin pour le travail du jardinier, puis au marché pour acheter les produits de saison. Nous verrons quelques événements historiques qui ont lieu au mois de mai, qui ont eu lieu au mois de mai. L'assassinat d'Henri IV, la construction des Invalides, et puis l'inauguration du magasin Le Printemps. J'espère que ce programme va vous plaire. Et on commence par l'éphéméride. Alors mai, c'est le 5e mois du calendrier grégorien. Alors l'origine de ce mois de mai n'est pas clairement établie. Alors vous avez quelques auteurs qui soutiennent que chez les Romains, ce mois était consacré à Maia, la déesse de la fécondité. Mais vous en avez d'autres qui pensent que ce même mois était consacré aux anciens, aux sénateurs, et que ce mot mai dérive du latin maiores, qui veut dire hommagé. Et ces savants justifient cette idée par le nom du mois suivant, juin, qui paraît avoir été consacré aux jeunes gens. En latin, ça se disait juniores. En fait, on n'en sait rien, pour tout résumer. Ce mois de mai correspond dans le calendrier républicain à Floréal jusqu'au 19, parce que c'est le mois des fleurs. Et à partir du 20 mai, il s'appelait Prairial, mois des prairies. Alors en mai, les jours augmentent de 1h16. La température s'élève d'une manière très sensible, la moyenne s'élevant à 14,2, ce qui n'est pas vraiment le cas. Oui, vous êtes sûr que c'est sensible. Et en plus, certaines journées du mois de mai sont soi-disant encore froides. Donc les agriculteurs redoutent l'effet désastreux de ces gelées tardives. Et notamment des fameux Saint-Glace, qui sont en ce moment, les Saint-Pancras, Saint-Mamère, Saint je ne sais plus quoi, Saint-Servais, cette année, ils sont avec 20 degrés. Alors la pierre de naissance du mois de mai, c'est l'émeraude. C'était la pierre préférée de Cléopâtre, dit-on. Et on dit qu'elle apporte la jeunesse éternelle et la beauté à celle qui la porte. Tout un programme. La fleur de naissance, c'est le muguet et le lys. En astrologie, mai commence sous le signe du taureau et termine sous le signe des gémeaux. On va terminer cette petite partie avec quelques dictons. Le mois de mai de l'année décide la destinée. Plus mai est chaud, plus l'en vaut, ce qui promet. Brouillard de mai, chaleur de juin amène la moisson à point. Quelques personnalités qui sont nées au mois de mai. En mai 1799, il y avait Honoré de Balzac. Mai 1818, Karl Marx. 1903, Fernandel. En 1904, Jean Gabin. D'ailleurs, à Boulogne, il y a des expositions en son honneur. En 1917, John Kennedy. Et en 1930, Clint Eastwood. Et bien évidemment, il y en a beaucoup d'autres. Vous écoutez la voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Parlez-moi du mois avec Sybille, et c'est le mois de mai. Alors, dans les dictons, tu en as cité certains, sauf mais fais ce qu'il te plaît. Mais oui. J'aime bien celui-là, moi. Bien celui-là. Et alors, je te laisse. Et comme promis, on va parler des fêtes. Alors, la première fête du mois de mai, c'est le 1er mai, évidemment. Parce que pour la plupart, c'est un jour de congé qui, normalement, permet de profiter d'un long week-end. Bon, cette année, pas de chance, c'est tombé un dimanche. Mais à l'origine, pour les travailleurs, c'était une longue lutte sociale pour revendiquer de meilleures conditions de travail. Alors en France, le 1er mai est un jour chômé et payé d'ailleurs depuis 1947. La fête du travail, elle tire ses origines dans des manifestations des salariés américains qui réclamaient dès 1886 la journée de travail de 8 heures. Alors ça a commencé il y a plus de 30 ans à Chicago.
lors d'une journée de lutte menée par les syndicats de travailleurs américains pour obtenir cette fameuse journée de 8 heures. En fait, au cours de leur congrès de 1884, les syndicats américains s'étaient donné 2 ans pour imposer au patron une limitation de cette journée à 8 heures. Et ils choisissent la date du 1er mai pour débuter leur action parce que beaucoup de contrats de travail arrivaient à terme ce même jour. Et en effet, vous avez 200 000 travailleurs américains qui ont obtenu la journée de 8 heures le 1er mai 1886. Mais s'il y en a 200 000 qui ont obtenu cette journée de 8 heures, mais vous en avez 340 000 dont les patrons n'ont pas accepté cette revendication. Et alors cela, ils entament une grève générale à travers le pays, et en premier lieu à Chicago. Et dans cette ville, il y aura de très violents affrontements et même des morts. 3 ans plus tard, en 1889, vous avez la 2e internationale socialiste qui se réunit à Paris. Et les participants décident de faire du 1er mai une journée de manifestation avec le même objectif que ces ouvriers américains, c'est-à-dire la journée de 8 heures. Alors ils défilent avec un triangle rouge à les boutonnières, un triangle pour symboliser le partage de la journée en 3. Une partie travail, une partie sommeil et une partie loisir. Mais le 1er mai 1891, la mobilisation dans le pays est marquée par un dramatique accident. À Fourmies, dans le Nord, l'armée tire sur les grévistes pacifiques. Et vous avez 9 personnes qui sont tuées et 33 autres blessées. Et depuis ce drame, le 1er mai s'enracine peu à peu dans la tradition de lutte des ouvriers. Au début du XXe, le 1er mai s'impose comme un rendez-vous social. Le Sénat ratifie la journée de 8 heures en 1919, mais bien que ce premier objectif soit atteint, la journée de 8 heures, les mobilisations des travailleurs ne faiblissent pas. Mais cette journée, elle ne s'appelle pas encore fête du travail. Et c'est tout le paradoxe de cette affaire, parce que l'origine de la fête du 1er mai se trouve dans un mouvement anarchiste. Le terme de fête du travail a même été inventé par Jules Guesde. Mais son caractère officiel en France, c'est au gouvernement de Vichy qu'on le doit. C'est la loi Belin qui a fait officiellement du 1er mai un jour chômé et payé. Et à Vichy, on l'avait rebaptisé fête du travail et de la concorde nationale. Cette journée devient alors chômée avec pour objectif de rallier les ouvriers au régime de Vichy. Et c'est à ce moment-là que l'expression fête du travail remplace celle de fête des travailleurs qui était jugée trop politique. Et on a repris l'idée à la Libération. En 1947, sur proposition du socialiste Daniel Meyer, le 1er mai est réinstitué jour chômé et payé dans toutes les entreprises, publiques comme privées. Quant au grand défilé syndicat, ça c'est une autre histoire, parce que pendant les guerres d'Indochine et d'Algérie, il y avait une interdiction de défiler. Il a fallu attendre le 1er mai 1968 pour que la CGT organise une grande manifestation dans les rues de Paris. Et depuis, cette mobilisation et la coutume de défiler a continué. Alors, vous me direz pourquoi après le muguet? Je ne vois pas le rapport avec cette fête. On peut remonter à très loin, parce que les Romains, ils célébraient déjà au mois de mai les florales, en l'honneur de Flora, qui était la déesse des fleurs. Mais pourquoi du muguet en France? Et la tradition remonterait à la Renaissance, parce que le 1er mai, il était d'usage dans les campagnes d'offrir un branchage pour chasser la malédiction de l'hiver. Et en 1560, le roi Charles IX visita la Drôme, et à ce moment-là, on lui offrit un brin de muguet. Et l'année suivante, il en a offert aux dames de la cour en guise de porte-bonheur. Alors, bien plus longtemps après, le 1er mai 1900, lors d'une fête organisée par les grands couturiers parisiens, les clientes et les employés ont reçu un brin de muguet. Et l'année suivante, les petites mains, les petites couturières ont fleuri leurs clientes. Alors, vous me direz, ce muguet n'a donc rien à voir avec la fête du travail? Pas tout à fait. Parce que quand le 24 avril 1941, le maréchal Pétain a instauré officiellement le 1er mai comme fête du travail, à ce moment-là, auparavant, les ouvriers défilaient avec un triangle rouge, puis avec une églantine. L'églantine rouge, on a trouvé que c'était un peu trop révolutionnaire, et on l'a remplacé par le muguet.
Alors voilà pour le 1er mai. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Je vous avais dit que je vous parlerais aussi d'un événement sportif qui a lieu au mois de mai, le tournoi de Roland-Garros. Cette année, il commence le 22 mai et il fait maintenant partie pratiquement du patrimoine français. Alors l'histoire de Roland-Garros, elle commence en 1891 avec la création des championnats de France sur terre battue. Alors ce championnat était réservé aux joueurs qui étaient inscrits dans le club français et il était disputé en alternance au Stade français, au Parc de Saint-Cloud ou au Racing Club à la Croix-Catlan. D'ailleurs, à cette époque-là, le héros, c'était Max de Cugis qui s'est imposé 8 fois. C'était un club omnisport, le Stade français, qui avait 4 sections sportives, la course à pied, le cyclisme, le rugby et le tennis. En 1927, l'équipe de France de tennis remporte sa première Coupe Davis aux États-Unis. Et c'est un exploit majeur qui vaudra d'ailleurs le surnom de mousquetaire à l'équipe gagnante. Et cette équipe, elle est directement qualifiée pour la finale de la prochaine édition qui doit avoir lieu à Paris. Et il n'y a pas de cadre à la hauteur de l'événement pour recevoir cette finale. Alors le Stade français cède un terrain de 3 hectares afin d'y construire un nouveau stade. Et à la demande de son président, Émile Le Sieur, qui était le président de la section d'athlétisme et qui était un grand ami de Roland-Garros, ce stade est renommé en l'honneur de son ami qui était mort une décennie plus tôt au combat pendant la Première Guerre mondiale. En effet, le pilote d'avion Roland Garros y était inscrit et il pratiquait toutes les disciplines, y compris le tennis auquel il jouait en amateur. Alors en 1928, les internationaux de France ont le premier événement à se dérouler au stade Roland Garros, juste avant la deuxième des 6 Coupes Davis consécutives remportées par la France. Alors sur le court, c'est l'âge d'or du tennis français. Chez les dames, c'est Suzanne Lenglen qui triomphe 6 fois entre 1920 et 1926. C'est la première vedette féminine véritable du tennis. Et ses homologues masculins sont Henri Cochet, René Lacoste, Jean Borotra et Jacques Brugnon, les fameux mousquetaires, qui ont compilé quant à eux 10 titres en simple entre 1922 et 1932. Alors pour la petite histoire, je vais vous donner quelques records. Celui qui a remporté le plus grand nombre de fois Roland-Garros, c'est Nadal, qui l'a remporté 13 fois. Chez les femmes, c'est Chris Evert, 7 fois. Le plus jeune vainqueur a été Michael Chang. En 1989, il avait 17 ans. Chez les femmes, c'est Monica Seles. En 1990, elle avait 16 ans. Le match le plus long, il a eu lieu entre 2 Français, entre Santoro et Clément en 2004. Et il a duré, et c'est inimaginable, 6h33. Et puis vous vous demandez peut-être d'où vient ce décompte de points qui est si particulier au tennis. 15, 30, 40. En fait, pour gagner un jeu, il faut juste gagner 4 points. On pourrait dire 1, 2, 3. Eh ben non, les tenniswomen et men disent 15, 30, 40. Alors ce décompte particulier, il vient du jeu de paume, l'ancêtre du tennis, qui était inventé, soit dit-on, par des moines français, et largement popularisé pendant la Renaissance. Alors il était pratiqué, ce jeu de paume, sur un terrain rectangulaire séparé en 2 parties, longues de 60 pieds, et séparées par un filet. Et parallèlement à ce filet, vous aviez tracé des lignes numérotées 15, 30 et 40. Et une fois qu'un point était remporté, le joueur qui avait gagné l'échange devait s'avancer sur la ligne suivante, ce qui le rapprochait un peu plus du filet. Et c'est comme ça qu'on disait 15, 30, 40. Et puis vous savez aussi qu'on dit 15A, 30A, 40A. Alors cette familiarité de langage A, qui est utilisée en cas d'égalité, elle provient de l'anglais all, qui peut se traduire par partout en français. Et c'est pas tout, le mot tennis vient de l'ancien français tenez, qui est devenu tennis par les Anglais. Alors on continue les fêtes du mois et on arrive à une fête très importante, c'est la fête des mères. C'est cette année le dimanche 29 mai. Le fait de commémorer la mère est en fait un fait très ancien puisque on dit qu'en Grèce antique, les Grèces rendaient hommage à la déesse Rhea, la mère de tous les dieux. Et les Romains ont célébré jusqu'au IVe siècle les mères de famille, lors d'une fête qu'on appelait les Matronalia. En France, le débat sur l'idée d'une célébration qui rendrait un hommage officiel aux mères de famille a été abordé par Napoléon, mais finalement pas mis en place. La première fête des mères en France, elle date de 1906.
c'est Prosper Roche, le fondateur de l'Union fraternelle des pères de famille méritants d'Arthas, en Isère, qui a décidé de récompenser les mères de famille méritantes dans une ambiance festive. Puis on a attendu la fin de la Première Guerre mondiale pour voir l'instauration de la première journée des mères en 1918. Mais c'était pas très gai, c'est la ville de Lyon qui en est à l'initiative, et le but de cette journée, c'était de rendre hommage aux mères et aux épouses qui avaient perdu un fils ou un mari pendant la guerre de 14. En 1920, vous avez une fête des mères de famille nombreuses qui a été créée, et le gouvernement a officialisé une journée des mères en 1925. C'est le maréchal Pétain qui a souhaité également récompenser les mères de famille n'ayant eu qu'un seul enfant, et qui a inscrit la journée nationale des mères dans le calendrier en 1941. Et le 24 mai 1950, officiellement, le président Vincent Auriol promulgue un texte de loi sur la fête des mères. Et la date de la célébration est fixée au dernier dimanche de mai ou au premier dimanche de juin, si la Pentecôte tombe au même moment. Merci d'écouter La Voix d'Ambroise Paré sur le canal 60 de votre téléviseur. Nous sommes toujours avec Sybille dans son émission Parlez-moi du mois, et je crois que nous sommes toujours dans le mois de mai. Oui, nous sommes toujours dans ce joli mois de mai. Et vu le temps qu'il fait dehors, on va aller faire un petit tour au jardin, parce qu'il y a un peu de travail peut-être. Mais... Mais... Alors, au jardin, toutes les fleurs peuvent être maintenant mises en pleine terre, ou en jardinière, dont les géraniums. Vous pouvez faire aussi des semis annuels, par exemple les capucines, les pois de senteur encore. Vous coupez les tiges des vivaces, qui sont des fleuris, les iris, les tulipes, sans toucher aux feuilles. Vous attendez qu'elles soient bien fanées. Vous faites un déboutonnage des rosiers, vous supprimez les gourmands, vous arrachez les bulbes de plein temps des fleuris. Vous poursuivez la plantation des bulbes d'été. Vous taillez les arbustes à floraison printanière quand ils sont fanés, ainsi que les haies de conifères. Vous taillez les bruyères. Et puis, vous commencez, hélas, les tontes de gazon. Parce qu'en ce moment, c'est que ça pousse. Il n'y a pas d'eau, mais ça pousse. Et du coup, vous surveillez aussi les apparitions d'oïdium, de pucerons, de limaces, de rouille, etc. Si vous allez au marché, alors, on va d'abord attaquer les légumes. L'asperge, elles sont vertes, elles sont blanches, elles sont violettes, elles sont toutes là, et c'est en mai qu'elles sont les meilleures. Alors, pourquoi est-ce que vous ne profiteriez pas? Parce que les œufs de printemps sont exquis pour faire une petite brouillade d'œufs aux pointes d'asperges. Ça vous tenterait peut-être. Vous avez la fève aussi. Alors, fraîchement cueillie, c'est un éphémère délice du printemps. Le problème, il faut l'éplucher. L'artichaut poivrade. C'est un petit artichaut que vous pouvez manger cru ou à l'italienne. Alors à l'italienne, il faut le cuire dans de l'eau vinaigrée, vous l'égouttez, vous le recouvrez d'huile d'olive pendant 1 mois et ça fait le délice des Provençaux. Et les Italiens, ils y ajoutent évidemment des copeaux de parmesan. Le radis. Après les versions à thé sous serre, c'est le radis de pleine terre qui arrive en mai. Il est plus charnu, il est bien rouge et quelquefois un peu plus piquant. Mais en tout cas croquant, avec des fanes bien vertes. Vous avez le radis noir aussi, qui est délicieux. Et les petits pois. C'est son deuxième, mais c'est son dernier mois de pleine saison. Les produits qui arrivent en primeur, la pomme de terre. Elle rejoint le genre des primeurs. Vous avez la bonnotte de Noirmoutier, vous avez celle de l'île de Ré. Et puis tous les autres légumes primeurs qui sont goûteux, comme les carottes, etc. Toutes celles qui ont des fanes fraîches. Alors s'il y a des produits qui arrivent, il y en a qui partent. L'endive. Bon, on a pris l'habitude de manger pendant tout l'hiver. On est assez... Voilà, celle de pleine terre disparaît. Le potiron. Il n'y a plus de potiron, même de conservation. Le brocoli, c'est quand même un chou d'hiver, donc il devient moins bon. Et le chou-fleur, alors les variétés de printemps se terminent. Celles d'été vont arriver, mais elles sont moins bonnes. Les fruits, les fraises. Parce qu'on est content quand on les voit arriver, celles-là. Elles sont enfin sucrées, parfumées à souhait. Donc vous avez la gariguette, et puis vous avez toutes ces filles, les sifflorettes, et toutes les fraises qui commencent par si, la cigaline, etc. La rhubarbe. Alors c'est la bonne tenue des feuilles qui renseigne sur la fraîcheur des plantes. Et comme elles ne sont pas comestibles, la rhubarbe est souvent commercialisée, vous la voyez en petits fagots de tiges. Alors dans ce cas-là, vous vérifiez que la base des tiges est cassante avec une goutte de sucre qui perle.
Et attention à la rhubarbe qui cueillit trop mûre parce que les tiges sont filandreuses et creuses. Et plus elle est mûre, plus elle est acide. C'est quand même une exception dans le monde agricole. Alors, les produits qui arrivent bientôt, pas tout de suite, mais à partir de la semaine prochaine, peut-être, vous aurez les premières cerises qui vont arriver, venant de Languedoc-Roussillon, de Canet. La burla, dont la couleur varie du rouge au pourpre, est la variété la plus précoce. Et puis l'amande fraîche, qui est une rareté. Les produits qui partent, l'orange, fini les maltaises et les juteuses navelles, et les pomelos, qui ont aussi fini leur temps. Si vous avez envie de poisson, alors vous avez le Saint-Pierre, qui est en pleine saison, mais enfin son prix est encore cher. Et le maquereau. Le maquereau, il est abondant d'avril à novembre. Ce beau poisson bleu se rapproche des côtes françaises au printemps pour y guetter une nourriture plus savoureuse. Donc vous en trouvez pas mal sur les étals. Et les produits qui arrivent, vous avez le thon. Dès qu'il fait beau, le blanc, le rouge, le thon arrive sur les étals. Et c'est un des meilleurs poissons à manger cru, en sashimi ou en tartare. Les langoustines, les belles, les grosses, elles continuent d'arriver. Et seul leur prix indique que c'est pas entièrement la pleine saison. Et vous trouvez aussi chez le poissonnier la salicorne, parce que c'est un légume en quelque sorte, mais ça ne pousse que dans les zones salines, et du coup, ça n'est vendu que chez le poissonnier. Alors les produits qui partent, la coquille Saint-Jacques. À partir du 15 mai, sa pêche est interdite, elle est fermée, et donc elle va disparaître jusqu'au mois d'octobre. Toutes les Saint-Jacques que vous allez retrouver sont des Saint-Jacques congelés. Chez le boucher, l'agneau, c'est un broutard maintenant qu'on a mis dans les prés. Il goûte aux herbes du printemps, il prend du poids et il devient plus charnu. Et les prés salés du Mont-Saint-Michel n'ont jamais été aussi bons. Et le veau. Le veau de lait est à son summum. Il est nourri sous la mer, il n'a connu que le lait maternel. Donc il a une chair pâle et tendre, avec un goût spécial. Vous allez chez le fromager. Alors chez le fromager, les vaches ont goûté et goûtent aux prairies tendres et fleuries, et donc les laitages sont excellents. Le lait des vaches n'a jamais été aussi bon, donc vous pouvez penser au Fontainebleau. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite merveille mousseuse de fromage blanc avec de la crème fouettée. Alors avec des fraises, quel régal! Je vois Bernadette à côté de moi qui fait des grands gestes. Les chèvres, vous voyez arriver les bons Celles-sur-Cher, les Pouligny Saint-Pierre, la pyramide de Valençay. Alors vous les choisissez frais ou demi-affinés pour garder leur saveur printanière. Et le camembert. Le vrai camembert, le meilleur, celui sous AOC, dit aussi camembert de Normandie, c'est un produit fait en ce moment avec les meilleurs laits de printemps. Le Saint-Marcelin, qui devient si crémeux qu'il doit être vendu soutenu dans un soc en plastique. Et comme il n'est jamais très fort, vous préférez l'acheter crémeux à souhait. Et il va conserver d'ailleurs tout l'été cet état de succulence. Et dans les bois, si vous vous promenez, vous avez le mousseron. C'est le grand mois du mousseron. Et comme ça ne dure que quelques semaines, il faut saisir toutes les occasions de le goûter. Mais du coup, c'est fini pour la morille. La morille, la saison a été courte et maintenant, vous aurez les morilles séchées qui sont d'ailleurs au demeurant fort honorables. Et voilà, j'espère que vous êtes un petit peu régalés, rien qu'en écoutant le nom de tous ces bons produits. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré. Nous sommes toujours au mois de mai avec Sybille. Alors là, on a fini de manger les camemberts, les mousserons, les morilles. Elle nous fait saliver. Donc maintenant, on va passer un petit peu à l'histoire. Beaucoup plus sérieux. Et en plus, je démarre le 14 mai 1610 avec un assassinat. L'assassinat d'Henri IV par Ravaillac qui a eu lieu le 14 mai 1610. Au XVIe siècle, les guerres de religion entre catholiques et protestants ont mis la France à feu et à sang. Le roi Henri III a même été assassiné par un fanatique religieux, le moine catholique Jacques Clément. C'est son cousin Henri IV qui lui succède en 1589. Alors il arrive à apaiser les tensions, d'une part en se convertissant au catholicisme en 1593, mais aussi en promulguant l'édit de Nantes en 1598 qui autorise la liberté de culte aux protestants. Paris vaut bien une messe, qu'il a dit. Exactement. Mais certains catholiques ne sont pas tout à fait satisfaits de ces réformes.
Et c'est le cas d'un certain François Ravaillac, qui est un fervent croyant, angoumoisin, et qui est sujet aux visions mystiques. Alors, il est persuadé que le roi veut faire du protestantisme la nouvelle religion d'État, voire qu'il désire s'attaquer au Saint-Siège et au pape lui-même. Alors, en 1609, il monte sur Paris pour essayer de convaincre le monarque de convertir les protestants au catholicisme. Enfin, évidemment, il était conduit par les gardes à 2 reprises. Alors, comme il n'arrive pas à persuader le roi de changer sa politique, tout simplement, il se décide à l'assassiner. Le 14 mai 1610, au milieu de l'après-midi, Henri IV se rendait au chevet de son conseiller, Sully, qui était malade et qui était aussi son ami. Et la maison de Sully se situe à l'Arsenal, à Paris. Le roi n'était accompagné que de quelques gardes, et dans son carrosse, il est entouré des ducs d'Épernon et de Montbazon. En chemin, la circulation se ralentit, parce qu'il y avait une charrette de foin qui bloquait la rue de la Ferronnerie dans le quartier des Halles. Alors les rares gardes qui entouraient le roi prennent de l'avance pour aller voir ce qui se passe. Et du coup, le roi est alors sans défense. Et Ravaillac, qui avait suivi le carrosse royal à pied, profite de l'occasion. Il monte sur le marchepied et il poignarde Henri IV à 3 reprises. Le monarque est touché à l'aorte et il décède presque instantanément, tandis que son assassin, Ravaillac, demeure sur place sans même chercher à s'enfuir. Il est arrêté, il est torturé pour savoir quelles étaient ses motivations. Il assure avoir agi seul. Il est exécuté, puis écartelé le 27 mai 1610 en place de Grève à Paris. À cette époque-là, on rigolait pas. On fait pas de demi-mesure. Il n'y a pas de demi-mesure. On avance un petit peu dans l'histoire et on arrive toujours au mois de mai, le 24 mai 1670. Louis XIV décide la construction de l'hôtel des Invalides. L'hôtel des Invalides dont on a parlé assez récemment, parce que c'était de là qu'on avait tiré 21 coups de canon pour notre président de la République. Alors, sous le règne de Louis XIV, la France est quasi continuellement en guerre. Les soldats blessés et handicapés au combat se comptent par milliers. Alors, certains de ces blessés sont bien recueillis par des ordres religieux, mais vous avez un grand nombre d'entre eux qui deviennent mendiants à Paris. Et cette situation déplaît tout à fait à Louis XIV parce que les soldats donnent à l'armée et donc au roi une image très négative auprès de la population quand on les voit mendier dans les rues. Alors le 24 mai 1670, le roi Soleil crée par ordonnance royale l'hôtel des Invalides destiné aux militaires âgés, blessés ou inaptes à la guerre. Le bâtiment est dessiné par Libéral Bruand. La construction démarre le 30 novembre 1671 dans la plaine de Grenelle, un lieu choisi par Louvois, qui était le secrétaire d'État à la guerre. Et ce bâtiment, dont la construction s'achève en 1679, il sert à la fois d'hôpital, d'hospice, de caserne et même de monastère. Et l'institution abrite environ 1500 pensionnaires qui sont soumis à la discipline militaire et qui portent l'uniforme. C'est la première fois dans l'histoire que les victimes de guerre, jusqu'alors recueillies par les monastères, sont ainsi prises en charge par un État. Alors sa mission perdure après la mort de Louis XIV jusqu'à la Révolution française, pendant laquelle elle évolue un peu. Dès 1793, le bâtiment a pour but d'accueillir les drapeaux pris à l'ennemi. Et sous l'Empire, leur nombre est considérable. On considère qu'ils sont plus de 1500 en 1814. Sous Napoléon, le lieu devient aussi le tombeau de grands militaires français. Le premier consul y fait installer la sépulture du maréchal de Turenne et puis celle du cœur de Vauban. Et Napoléon lui-même y repose après le retour de ses cendres en 1840. Puis vous avez d'autres grands soldats qui ont rejoint l'empereur, comme les maréchaux Foch ou encore Leclerc. Après 1870, les Invalides perdent peu à peu leur fonction d'institution hospitalière pour acquérir une vocation mémorielle. Vous avez un musée de l'artillerie qui est inauguré en 1872, et puis un musée historique de l'armée en 1896, et les deux fusionnent en 1905 pour donner naissance au musée de l'armée actuel. Mais l'hôtel des Invalides ne perd
pas toutefois son rôle initial pour les blessés de guerre et encore de nos jours, il s'occupe de certains blessés et notamment des victimes des attentats. On avance encore un petit peu, on est au 19e siècle et nous sommes le 8 mai 1828 et c'est le jour de la naissance d'Henri Dunant à Genève. Alors, je ne sais pas si vous savez qui est Henri Dunant. C'est un homme d'affaires, protestant, très croyant. Et dans les années 1850, il tente de fonder une société coloniale en Algérie qui fait alors partie de l'Empire français. Bon, mais les autorités locales lui mettent des bâtons dans les roues. Alors, Dunant ne se décourage pas et décide de s'adresser à Napoléon III lui-même. Et il veut le rencontrer. Or, en cette année 1859, l'empereur et son armée sont en Italie du Nord, près de Solferino, en Lombardie. Alors, Dunant n'hésite pas, il traverse la Méditerranée et il assiste à cette fameuse bataille de Solferino, avec d'un côté les Français et le royaume de Sardaigne et de l'autre côté l'Autriche. Et devant cet horrible spectacle, Dunant oublie complètement pourquoi il était venu. Parce que la bataille tourne en effet au massacre. Les soldats sont démembrés par l'artillerie, transpercés par les balles, éventrés par les baïonnettes, piétinés par la cavalerie. Et ceux qui survivent, ne peuvent pas être soignés. Côté français, on compte moins de 10 médecins pour plus de 200 000 hommes. Alors certains militaires sont heureusement recueillis par des ordres religieux locaux qui les prennent en charge, mais Dunant prend conscience à ce moment-là qu'il faut que la charité s'organise pour être efficace. Alors de retour à Genève, il rédige l'ouvrage Un souvenir de Solferino qui devient un best-seller et qui lui permet de faire la connaissance de 4 autres personnes, un philanthrope, Gustave Moignet, les docteurs Appia et Maunoir, et ainsi que le général Dufour, qui est un ami de Napoléon III. Et ensemble, ils créent en 1863 un comité qui va devenir 12 ans plus tard le fameux Comité international de la Croix-Rouge. Et dans une conférence internationale organisée la même année, vous avez plusieurs pays qui s'engagent à financer et à former les soignants de la Croix-Rouge, tout en reconnaissant leur neutralité dans les conflits. Alors hélas, en 1867, Dunant est obligé de démissionner du comité à cause de la mauvaise gestion du Crédit Genevois, dont il était l'administrateur. Il disparaît, sombre dans l'oubli, jusqu'en 1886. Et là, un journaliste retrouve sa trace en Suisse et rédige un article qui connaît un grand retentissement. Et du coup, Dunant reçoit le prix Nobel de la paix en 1901. Mais il s'éteint 9 ans plus tard dans le dénuement le plus total. Et petite anecdote, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le drapeau de la Croix-Rouge est en fait le drapeau suisse, mais dont on a inversé les couleurs. Dunant était suisse, je vous le rappelle. On reste au 19e siècle, et nous sommes cette fois-ci le 11 mai 1865, et s'ouvre à l'orée de Paris, sur les grands boulevards, près de la gare Saint-Lazare, un grand magasin, qui va devenir un pôle d'attraction pour le monde entier, c'est le printemps. Alors à l'origine de ce projet, on trouve un ancien vendeur de vêtements pour dames, qui s'appelle Jules Jaluzeau. Et lorsque Jules Jaluzeau, qui est nivernais d'origine, inaugure son printemps, il a 31 ans, et il a déjà une expérience du commerce. Ces classes, il les a faites dans différents magasins de nouveautés parisiens, et en dernier lieu au Bon Marché, qui a été créé 10 ans plus tôt par Boucicaut, de même que les grands magasins du Louvre. Et il est le chef du rayon le plus important, celui des soieries. Et c'est là qu'il rencontre d'ailleurs son épouse, actrice de la Comédie Française, qui lui apporte une dot de 200 000 euros, qui lui permet de se lancer. C'est un homme aussi aguerri qu'audacieux, et tous ses partis pris vont se révéler gagnants. Lorsqu'il choisit de s'implanter aux abords de la gare Saint-Lazare, l'endroit n'est pas, loin s'en faut, le plus central ou le plus accueillant. C'est l'époque des grands travaux d'Haussmann, et l'opéra n'est qu'un vaste chantier avec la proximité de la gare qui est jugée poussiéreuse, bruyante, voire dangereuse. Mais lui, il s'est anticipé, et quand d'autres ne voient là qu'un quartier excentré, lui, il se concentre sur son potentiel d'avenir, c'est-à-dire le flux de voyageurs amené inexorablement à grossir, le développement de l'Ouest parisien, et du coup de sa clientèle cossue, et le futur triangle d'or, Saint-Lazare, Opéra, Madeleine. Côté offre,
il est le premier grand magasin à proposer au fil de 17 comptoirs un assortiment complet pour l'habillement de la maison. Il y a des tissus, bonnetteries, merceries, lingerie, meubles. Et tout est fidèle aux promesses de la marque. Au printemps, tout est joli, frais, comme le titre, au printemps. Puis ensuite, coup de maître. Alors que la plupart des magasins de l'époque essayent d'écouler discrètement leur stock ancien parmi les nouveautés pour que le client ne voit rien du tout et se fasse avoir, Jules Jaluseau, lui, va jouer la transparence. À peine 2 mois après l'inauguration du printemps, il lance le concept des soldes. Et l'invention est révolutionnaire à tous les titres. D'abord commercial, puisque c'est proposé à des dates précises et à des prix réduits. Et du coup, la marchandise s'écoule comme des petits pains. Et puis c'est un coup de marketing aussi, parce que les soldes apportent une preuve concrète que la marque tient ses promesses en matière d'offres nouvelles, fraîches, jolies. Et puis, à une époque où les transports sont longs et il n'y a pas partout des magasins, Jules Jaluseau développe aussi la vente par correspondance. Et le succès est tel qu'en moins de 10 ans, l'Europe et au-delà sont desservis. Et même les employés rattachés à ce service se doivent de parler plusieurs langues étrangères. C'est dire qu'il est en avance sur son temps, parce que maintenant en France, on parle toujours aussi mal l'anglais. Il possède aussi un sens inné de la communication et de la promotion. Alors, en parfaite adéquation avec le nom Au Printemps, qui est symbole de fraîcheur, et alors que les autres font référence au prix, le bon marché, ou au lieu, le magasin du Louvre, ou au nom de leur propriétaire, à Rhodes, lui, il fait du premier jour du printemps un événement. Chaque client du grand magasin se voit alors offrir un bouquet de violettes, devenu fleur fétiche du magasin. Et géniale promotion, encore une fois, des images enfantines sont distribuées toute l'année. Et ces images, elles servent de tickets de chaise dans les parcs, pour séduire les petits et leurs mamans. Et puis c'est pas fini, le 6 avril 1874, des publicités invitent les clients à venir à l'inauguration des ascenseurs de Vienne et à visiter les nouveaux magasins. De fait, le printemps vient d'acquérir 2 ascenseurs, c'est pionniers, qui sont installés dans l'une des cours du bâtiment et dans une même cage. Et le mouvement est ainsi permanent du sous-sol au comble. L'un monte et l'autre descend. Et les 2 côtés avec des conducteurs spéciaux. Et cette innovation est l'occasion d'une attraction nouvelle qui attire des foules, et notamment les enfants. Et puis bien sûr, ces ascenseurs permettent un développement du magasin vers le haut, le printemps étend alors sa surface en gagnant des étages. En 1878, il décide de s'adresser directement aux hommes et il crée un rayon de confection dédié à leur garde-robe. Hélas, le 9 mai 1881, au petit matin, le printemps qui était encore éclairé au gaz et à la chandelle prend feu et il est pratiquement détruit. Alors l'architecte Paul Sédy conçoit un nouveau bâtiment qui lui est pensé pour le commerce avec des tourelles, des larges allées, des comptoirs sur mesure, une nef centrale surmontée d'une verrière et des passerelles aériennes. Et signe distinctif, le fer s'y ouvre pour la première fois à la vue et à la décoration, précurseur d'un certain Gustave Eiffel. Et surtout, il adopte d'emblée l'éclairage électrique qui est tout juste mis au point par Edison. Et c'est encore une révolution. La ville de Paris n'y viendra qu'avec parcimonie et seulement à partir de 1889. Alors le bâtiment actuel du Printemps, qui est un chef-d'œuvre de l'Art Nouveau, et sa grande coupole ont été érigés, eux, en 1908. Et le Printemps est aujourd'hui une véritable étape incontournable pour toute visite de la capitale. Vous écoutez La Voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, la radio des passions. Eh bien voilà, si vous n'avez pas de raison d'aimer le mois de mai, Sybille va vous en donner. Eh bien oui, je vais essayer. Hein. Oui, oh. Je vais essayer de vous donner quelques raisons d'aimer le mois de mai. La raison numéro 1, c'est que d'abord c'est un mois plein de jours fériés. Ah, j'ai un bon début. Hein, bon. Alors, sauf quand ça tombe un dimanche. Évidemment, le 1er mai, il a mauvaise idée de tomber un dimanche, le goujat, et le 8 mai de même. Mais enfin, il nous reste quand même le jeudi de l'Ascension, avec un grand ou un petit pont pour les moins chanceux, le lundi de la Pentecôte. Donc ça fait au moins 2 journées en plus pour profiter de la famille, de ses amis, ou de tout simplement coucouner tranquille, hein, on ne dit pas non. Deuxième raison, c'est le moment où on plante des fleurs.
une fois les seins de glace passés, ils sont passés en pleine chaleur, et ben on peut enfin fleurir nos balcons, les jardins, sans trop risquer de voir les premières plantes grillées par un gel tardif. Bon, puis ça donne tout de suite un petit coup de boost au moral, ça, d'avoir des fleurs. Raison numéro 3, on mange des fraises. Il y a quoi de meilleur que des fraises juteuses, trempées avec les doigts dans un peu de sucre ou de la crème chantilly. Ça y est, ça la reprend. Non, mais elle est gourmande, elle est gourmande. Et d'ailleurs, je vous donne la raison numéro 4. C'est le premier mois, et là, il fait chaud, où on peut commencer à manger des glaces. Vous savez, hein. Voilà. Raison numéro 5. On peut commencer à sortir ses orteils. Vous savez, c'est une des choses agréables lorsque les belles journées sont de retour. C'est d'enfiler pour la première fois ses sandales et laisser ses orteils profiter du soleil. Alors, les femmes, là, on peut piocher dans nos vernis à ongles pour mettre un peu de couleur. Raison numéro 6. On fête les mamans. J'ai toujours trouvé l'idée de consacrer une journée spéciale à celles qui font beaucoup de sacrifices tout au long de l'année pour leurs enfants, ne manquent de rien. Alors, je trouve que ça vaut le coup. C'est une bonne raison d'aimer ce mois-là. Raison numéro 7. Alors ça, c'est assez personnel, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui sont comme moi. Et ben, c'est la fin du championnat de foot. Fini les disputes pour avoir la télé, les jours de match, les cris dans le salon. Donc, bonne nouvelle pour celles que ça agace un peu. Et les caisses de bière. Bon, par contre, votre épi sera de courte durée parce que l'euro débarque au mois de juin. Donc, vous voyez... Raison numéro 8, on profite des terrasses. D'ailleurs, quand on se promène là, on voit que toutes les terrasses sont pleines. Hein. Prendre un petit verre ou un repas en terrasse, c'est toujours un moment parfait. On laisse le temps s'écouler, on regarde les passants passer, on sort les lunettes de soleil, on papote, on respire, on rigole. Enfin, on s'arrête juste de courir un instant. Et puis raison numéro 9, on est au mois de mai. Comme le disait Patrick tout à l'heure, on fait ce qui nous plaît. Donc c'est le mois parfait pour en faire qu'à votre tête. Alors à l'origine, en fait, cette croyance concernait plutôt les tenues vestimentaires. Bon, enfin, nous, on est d'accord pour élargir un peu le champ des possibilités. Donc c'est le mois parfait pour repenser un peu à soi et s'offrir un petit plaisir sans culpabilité, un petit resto, un petit massage, enfin quelque chose qui vous fait plaisir. Donc voilà. Eh ben, j'espère que cette émission vous aura distrait, en tout cas peut-être intéressé. Je vous souhaite un prompt rétablissement, de rentrer le plus vite possible chez vous. Je remercie évidemment Patrick d'être merci fidèle à au toi, poste. Sybille. Et on se quitte. La Voix d'Ambroise Paré est aussi sur Internet. Suivez l'actualité de La Voix d'Ambroise Paré sur notre site et sur notre page Facebook.